Donc, si vous voulez, les raisons qu'on invoque que le marché est surapprovisionné, ça ne tient pas comme raisonnement. En fait, le marché est surapprovisionné quand on veut qu'il le soit, tout simplement. Mais ce qu'on cherche, c'est non seulement de baisser le prix du pétrole pour asphyxier la Russie, mais également, aujourd'hui, tous ceux qui ont de bonnes relations avec la Russie et qui produisent également du pétrole, comme par exemple l'Iran. Mais avant de passer à l'Iran, si vous voulez, continuons de voir jusqu'à quel point la Russie peut être affectée. Parce qu'il ne faut pas oublier, il y a les sanctions contre la Russie. Donc vous ajoutez aux sanctions qui sont sérieuses cette chute des prix du pétrole, là l'économie russe va vraiment souffrir. On n'a jamais vu le rouble aussi bas que depuis le début de cette crise du prix du pétrole. Alors, ceux qui sont venus à l'aide des États-Unis et en gros des anglo-saxons, parce que n'oublions pas que le prix du pétrole, ce n'est pas l'OPEP qui le fixe. Dans le temps, historiquement, quand l'OPEP s'est fondé, s'est constitué dans les années 60, justement, ces pays, le noyau qui a fondé l'OPEP, protestaient contre le fait que ce ne soit pas eux qui fixent le prix du pétrole, parce que le prix du pétrole était très bas. Et là, il faut penser, n'est-ce pas, au Venezuela, à l'Iran, à l'Algérie et aux premiers pays qui ont constitué ce groupe. Mais aujourd'hui, après les années 60, il ne faut pas oublier que aujourd'hui, ceux qui forment l'OPEP sont essentiellement les pays arabes du Golfe et qui sont les alliés des Américains, à savoir le Royaume saoudite, le Koweït, enfin tous les pays, le Oman, tous les pays du Golfe qui produisent du pétrole. Et là, on voit très bien que ces pays du Golfe arabe ont joué le jeu et ils ont appuyé la politique des États-Unis en voulant continuer à produire la même quantité de pétrole, et même on a eu des déclarations qui allaient au-delà de ce que pouvaient espérer les Américains, c'est-à-dire même produire plus. C'est surtout le Royaume saoudite et le Koweït. D'ailleurs, il ne faut pas oublier la déclaration vraiment très engagée du ministre koweïti, qui disait que même si le prix du baril tombait jusqu'à 60 $, ce n'était pas un problème. Il continuerait à... Alors, comment comprendre cette attitude? Tout simplement, tous ces pays-là ont cherché à déboulonner, pour parler familièrement, le président Bachar el-Assad en Syrie. Donc, tous ces pays-là également voient en l'Iran un ennemi redoutable qui les menace. Et ils s'opposent à cette hégémonie galopante de leurs voisins iraniens dans la région. Donc, ils voient d'un très bon œil le fait que les États-Unis fassent baisser le prix du pétrole en invoquant évidemment le pétrole, des roches de schiste, le gaz, enfin toutes les nouvelles ressources pétrolières qu'on a découvertes dans le monde. Vous voyez, tout ça peut être valable si c'était une analyse objective et pas politique. Mais là, la crise du pétrole, à mon sens, est essentiellement politique. Et elle vise l'affaiblissement de la Russie, de Poutine, parce qu'il faut ajouter à cela la déclaration des États-Unis d'envoyer des tanks et des blindés en Europe de l'Est face à la Russie. C'est curieux qu'on parle d'envoi de troupes même et
d'armement lourd durant cette crise-là, et que ce soit en même temps qu'on évoque le problème du pétrole. Donc, ce qui est aussi très curieux, c'est que les médias n'évoquent pas du tout cela. C'est-à-dire que les médias occidentaux également appuient la politique américaine et disent que le marché est surapprovisionné et c'est tout à fait normal. On veut occulter en fait tout ce soutien des pétromonarchies du Golfe des États-Unis. Et là, je crois, il est temps d'en parler. Alors, Bassam Tahan, j'ai deux questions à vous poser. Peut-être ferais-je bien de les poser l'une après l'autre, mais puis-je me permettre de les poser en même temps? La première, c'est... vous parlez de décisions entraînant la baisse du prix du pétrole. Selon vous, comment le prix du pétrole est-il fixé? Par quel mécanisme le prix du pétrole, de quel mécanisme le prix du pétrole découle-t-il, d'une part? Et d'autre part, vous parlez de l'entente historique entre les pays du Golfe et les États-Unis, et l'on se souvient que la chute de l'URSS a été provoquée par une entente de ce type entre les États-Unis et l'Arabie saoudite pour obliger cette dernière à augmenter considérablement sa production de façon à faire une concurrence à la production soviétique à l'époque, qui a entraîné une très grave crise économique et qui a participé à l'effondrement de l'URSS à la fin des années, au début des années 90, à la fin des années 80, au début des années 90. Or, il semblerait qu'à l'heure actuelle, depuis la crise égyptienne, depuis que Sisi a pris le pouvoir contre donc l'option des États-Unis qui avaient misé sur les frères musulmans, il semblerait qu'il y ait comment dire, de l'eau dans le gaz, si je puis dire, entre l'Arabie saoudite et les États-Unis, donc qui sont producteurs de gaz et de pétrole de schiste, qui a un coût beaucoup plus élevé que la production de pétrole en Russie ou en Arabie saoudite, et il semblerait que la baisse du prix du pétrole à l'heure actuelle soit aussi nuisible à la production pétrolière américaine, en tout cas. Donc, comment se retrouver dans cette complexité de la production de pétrole, de sa consommation, de la fixation des prix en fonction des tensions géopolitiques qui évoluent avec le temps? Alors, il ne faut pas oublier que historiquement, il fut un temps, tout au début, avant que l'OPEP ne soit créé, où le baril de pétrole valait 5 $. Et même sur ces 5 $, si vous voulez, la partie de bénéfice des pays producteurs était infime. C'était carrément du vol. On pillait les richesses de ces pays. Ça, il ne faut pas l'oublier. C'est pour cela que l'OPEP s'est constitué, et c'était une des raisons pour lesquelles le Shah d'Iran a été relâché par l'Occident. Parce qu'il a commencé à hausser le ton, que comme quoi il veut augmenter le prix du pétrole. Ça a aussi provoqué toutes les nationalisations en masse de tous les pays producteurs et qui s'opposaient aux États-Unis. L'Irak, par exemple, a nationalisé son pétrole. L'Algérie, la Syrie, le Venezuela, donc beaucoup de choses, vous voyez. Donc, historiquement, il fut, depuis le début de l'exploitation du pétrole, ce sont les grandes sociétés américaines et autres, mais essentiellement américaines, qui ont profité de cette découverte du pétrole. Et on sait que les partis progressistes, entre guillemets, de la région ont toujours cherché et revendiqué la nationalisation du pétrole. D'ailleurs, avant que les Arabes ne chantent le pétrole des Arabes est aux Arabes, tout ça, et là j'emploie même le sens chanté au sens propre. Il y a eu je ne sais combien de productions que le pétrole doit revenir
aux Arabes, sinon on va brûler tous les pays. Hein. Je me souviens de cela, c'était dans les années 60. Donc, il y a ce fait-là. Après la constitution de l'OPEP, on a quand même fait un progrès. Mais je rappelle également, puisque j'ai parlé des Arabes, c'est Mohamed Mossadegh, l'Iranien, qui bien avant les théoriciens du monde arabe pour nationaliser le pétrole, avait revendiqué aussi la nationalisation du pétrole. Et c'est pour cela que par un coup d'État de la CIA, hein, on l'a accusé d'être proche des communistes, et puis on l'a balayé. Mais Mohamed Mossadegh, l'Iranien, reste un grand nom dans l'histoire de la libération des peuples du tiers-monde, de par ses idées concernant la production du pétrole, ne serait-ce que pour cela, voyez-vous. Alors, revenons donc à cette question, pourquoi les États-Unis admettent, baissent le prix du pétrole, et est-ce qu'ils sont perdants? Je ne le pense pas. Vous voyez? Mais comment? Je vais vous dire. Parce que quand les pays arabes produisent plus, qui profite de ce pétrole arabe? Il ne faut pas oublier que les revenus du pétrole arabe sont investis en Occident. Les sociétés qui exploitent en Arabie, au Royaume saoudite, sont essentiellement américaines. Et le bénéfice va dans les poches des Américains. C'est connu. D'ailleurs, vous voyez, une seule fois dans l'histoire, le Royaume saoudite a voulu tourner le dos aux États-Unis et sanctionner la politique des États-Unis qui soutenait Israël. C'était avec le roi Faisal, paix à son âme, qui en 1974 a dit à Damas, après la guerre de 73, la guerre d'octobre, qu'il aiderait les pays arabes contre Israël. Il aurait même dit, entre guillemets, à Damas, en privé, qu'il espère prier l'an prochain à Jérusalem. Bon, ça veut tout dire. Et puis, vous savez, la fin tragique de ce roi. À peine cette déclaration, quelques mois après, il fut assassiné par, soi-disant, un de ses neveux qui était aliéné, mental, dérangé, voilà. Donc, le contrat qui lie les États-Unis au Royaume saoudite est très clair. Le premier contrat, c'était de 60 ans. Vous nous défendez contre tout ennemi extérieur. Vous nous gardez au pouvoir, nous, les Saoudiens, les Ben Saoud, fils de Saoud. En contrepartie, vous avez le monopole de notre pétrole. Et une fois que ces 60 ans se sont écoulés, on a renouvelé ce contrat avec les Américains au temps de Bush fils. Donc, moi je ne crois pas, on dit oui, mais les Américains vont vendre leur pétrole moins cher. Mais aujourd'hui, les Américains sont un grand pays producteur de pétrole et ils préfèrent que les pays alliés arabes produisent du pétrole plus qu'eux, comme ça au moins ils ont plus de réserves aussi. Ça, il ne faut pas l'oublier. Pour le moment, on exploite à fond le pétrole arabe, et si un jour il y a une crise mondiale, le pétrole américain restera intact. Intact dans le sens qu'il n'a pas été bradé. Vous voyez, ils trouvent leur compte, les Américains. Sinon, ils n'auraient pas engagé cette bataille de prix. Et maintenant, ces revenus servent à quoi en ce moment au niveau géostratégique? À faire la guerre à l'EI, à s'opposer à l'Iran, à vendre des armes à ces pays-là. Vous croyez que les missiles qui vont bombarder l'EI, c'est les États-Unis qui les payent? Pas du tout. Ça doit être le Royaume saoudite, le Koweït, les Émirats, le Qatar. Tout en aidant cet État islamique. C'est un jeu double, mais on le sait. Alors, quand on a fixé les prix,
Au départ, comme je vous ai dit, l'OPEP a voulu peser de tout son poids pour fixer les prix, renégocier les prix. Ils ont réussi à un moment donné, vous voyez. Mais c'est que comme les autres pays arabes alliés des États-Unis ont rejoint l'OPEP, aujourd'hui, ils forment la majorité. Donc, le Venezuela, l'Algérie, l'Iran ont beau dire, nous, on va baisser notre production pour que les prix ne chutent pas. S'ils le faisaient, les pays arabes gagneraient double. Ils produiraient encore plus et vendraient et affaibliraient et l'Iran, et l'Algérie, et le Venezuela. Et la Russie. Donc, on a parlé au début de la Russie. Mais il n'y a pas que la Russie, si vous voulez. La Russie, c'est l'ennemi au premier plan dans cette bataille, à abattre. Derrière, il y a l'Iran. Parce que la Russie achète à l'Iran aussi du pétrole. Et l'Iran, dans ses taxes virtuelles anti-américains, Russes et Iraniens sont condamnés à s'entendre. Ils ne peuvent pas ne pas s'entendre. Il semblerait que juste avant le début de la réunion de l'OPEP le 27 octobre, les Russes, qui je pense ne font pas partie de l'OPEP, mais étaient présents d'une manière ou d'une autre, se sont entendus avec les Mexicains et avec l'Arabie saoudite et puis d'autres pays, de façon à s'entendre sur une façon de, comment dire, se mettre d'accord sur la production, de façon à ne pas entraîner une chute trop brutale des prix, qui ont quand même baissé après la réunion de l'OPEP. Ils ont décidé de se revoir dans 3 mois. Est-ce qu'on ne voit pas se dessiner là, entre Russie et Arabie saoudite, une alliance qui... Non, je ne pense pas. Je ne pense pas. Vous savez, parce que les Saoudiens sont point liés avec les États-Unis. Il y a cette reconduction de l'accord sécurité de la famille royale au pouvoir contre le monopole du pétrole. C'est clair. Alors, vous savez, moi je crois que s'ils se sont réunis, c'est plutôt diplomatique, sans plus. Surtout, ils sont très heureux aujourd'hui à Riyad, parce qu'ils se disent, il n'y a pas que la Russie qui ait des sanctions, l'Iran aussi a des sanctions. Et c'est là où on comprend pourquoi, lors des négociations il y a quelques jours, le 23 novembre, ça s'est clos sur un échec. On n'a pas levé les sanctions. Donc, tout comme la Russie, l'Iran souffre des sanctions et à nouveau a des problèmes pour ce qui est du produit national brut, qui est également à plus de 50% fondé sur la production de l'énergie, de gaz ou de pétrole. Donc là, les Saoudiens, les Kouétis, les Qataris sont très heureux. Et ils se disent, voilà le meilleur moyen de contrer nos 2 ennemis traditionnels, l'un qui est l'ex-pays de l'athéisme, du communisme. Hein. Ils avaient armé tous les djihadistes en Afghanistan pour aider et accélérer l'effondrement de l'Union soviétique. Et là, comme l'Iran est devenu un pays islamique qui donne un exemple aux musulmans entiers du monde, et je suis désolé, l'Iran n'est pas un pays terroriste. L'Iran a fait des progrès au niveau, comme vous savez, au niveau nucléaire, au niveau balistique, au niveau missile, au niveau industrie. Donc là, on comprend mieux pourquoi ces pays arabes ont fait front commun contre l'Iran et la Russie. Mais on n'a pas fini avec cela, parce que à ce moment-là, vous me dites, mais et l'Algérie alors? C'est intéressant. Vous savez, je reviens à ce printemps arabe où on a travaillé les peuples de l'intérieur pour faire provoquer un changement. L'Algérie, jusqu'à maintenant, tout comme l'Iran, la Russie a toujours soutenu le gouvernement légitime de Damas. À chaque fois qu'il y avait une décision à la Ligue arabe, il y avait toujours l'Algérie pour dire non.
On n'est pas d'accord. L'Algérie, n'oubliez pas, a 200 milliards de réserves monétaires. Parce que les prix du pétrole ont augmenté. Et Bouteflika a été intelligent. Au début des crises en Tunisie et en Libye, ses voisins, il a accordé des crédits aux jeunes. Il a, pour acheter sa paix sociale, hein, parce que quand même, ça pouvait bouger, hein, il a investi. Ça, on ne peut pas le nier. Mais si les prix du pétrole baissent, l'Algérie doit puiser dans ces 200 milliards de dollars pour maintenir la paix sociale et son économie. Donc, ça, d'une part. D'autre part, si on arrive également à l'asphyxier, à créer des problèmes intérieurs, par exemple dans le Mzab, entre les Kharijites, Ibadites de cette région de Mzab et les Bédouins arabes sunnites qui s'y opposent religieusement. À ce moment-là, les Occidentaux ont un espoir de déstabiliser l'Algérie. Mais ils hésitent. Pourquoi? Parce que si l'Algérie est déstabilisée, ils ne pourraient plus vraiment maîtriser au niveau de l'évolution de l'islam intégriste l'Afrique subsaharienne. Parce que l'Algérie peut jouer un rôle. Et c'est peut-être cela qui maintient encore, si vous voulez, les manigances, je dirais, de la CIA, des pays occidentaux contre l'Algérie. Un tant soit peu de raison chez les Occidentaux, quoi. Oui, mais je crois qu'on va y arriver. Hein, parce que on disait, dans la crise syrienne, les fiançailles sont à Damas, les noces seront à Alger. Merci pour cette profonde réflexion, Bassam Tahan. Dernière question. Comment voyez-vous l'évolution de la situation? Est-ce que les prix vont continuer à baisser comme ça semble vouloir être le cas après la dernière réunion de l'OPEP, ou est-ce que la situation va se stabiliser et s'améliorer? Je crois qu'on va encore atteindre le seuil de $60. Aujourd'hui, il est à 67. C'est énorme. Si ça tombe à $60, ça rappelle un peu le prix du pétrole avant la flambée des prix, justement. Parce qu'à un moment donné, ça a atteint $150. Et là, il est sûr que, enfin, ceux qui ont lancé cette guerre froide qui se réchauffe jour après jour de pétrole contre la Russie, ils sont convaincus que la Russie et l'Iran et l'Algérie et le Venezuela, qui est le troublion de l'Amérique du Sud, vont perdre cette guerre et vont s'effondrer. Le Venezuela, il est au bord de l'effondrement parce que, vous savez, Chavez a donné du pétrole à prix amical, symbolique, à des États amis, hein, et qui, eux, justement, le soutenaient dans son opposition aux États-Unis. Donc, si on affaiblit le Venezuela, déjà, on a la même mise sur le continent sud-américain. Si on affaiblit l'Algérie, on a la même mise sur l'Afrique. C'est un gros morceau, l'Algérie, dans cette affaire. Mais avec cette déstabilisation dont vous parliez. Oui, et c'est là le danger. Parce qu'en fait, on mène une guerre contre 4 continents. L'Amérique du Sud, l'Afrique, le Moyen-Orient, porte de l'Asie, hein, et l'Europe, qui est la Russie. Et c'est là où, pourquoi c'est très dangereux? Parce que si vous acculez votre ennemi à une situation impossible, vous ne pouvez pas calculer ses réactions, prévoir ses réactions. C'est-à-dire, si Poutine se sent vraiment en danger et que son pays va s'effondrer, mais on ne sait pas, et qu'on lui envoie des tanks, peut-être qu'il y aurait une guerre, hein, il va répondre peut-être d'une autre manière. Il en est de même de l'Iran.
on ne peut pas continuer à exclure l'Iran de la scène internationale, de la société internationale, comme on dit en arabe, on ne peut pas. Hein. Et justement, la situation est d'autant plus dangereuse que toutes ces régions sont déstabilisées déjà. La Tunisie, elle est toujours instable. La Libye, instable. Vous voyez, l'Égypte, également instable, puisqu'aujourd'hui même, quand on a prononcé l'innocence, où on a, n'est-ce pas, on parle de relaxer même Moubarak, l'ex-président, donc l'Égypte aussi connaît de sérieux problèmes. Vous semblez être très pessimiste. Selon vous, l'Occident a donc de réels moyens d'influencer la fixation des prix et le cours des marchés. Les marchés eux-mêmes n'ont pas de mécanisme qui puisse faire évoluer plus positivement la situation? Je crois qu'ils le peuvent tout simplement parce que les États-Unis aujourd'hui sont un des plus grands pays producteurs au monde de pétrole et qui suit de très près leurs alliés, le monde arabe. Même la Russie et l'Iran ne peuvent pas s'y opposer, d'autant plus qu'au niveau du gaz, il y a le Qatar qui veut également exporter son gaz en Europe pour mettre dehors sur la touche la Russie. C'est clair. Tout cet engagement auprès du Qatar, les 12 yeux qu'on fait au Qatar, on ferme les yeux sur les droits de l'homme dans ces pays-là, on les soulève en Russie, en Iran, en Algérie, je ne sais pas où, mais on ne souffle mot sur l'état des droits de l'homme au Royaume Saoudite et au Qatar. Je crois que on a toutes les raisons pour être pessimiste. On a toutes les raisons pour être pessimiste, et c'est dommage, parce que l'art de la politique, c'est d'éviter les guerres, justement. Et là, on va droit vers une nouvelle guerre. Je ne sais pas quelle forme elle va prendre, mais elle est là, elle nous guette, elle est à nos portes. Merci Bassam Tahan pour avoir eu le courage de dire ce qui est actuellement. Merci à vous, merci Frédéric Saillot. Et à bientôt, j'espère, avec votre agence. Avec plaisir.